Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un miroir dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Alors déjà, première chose dans cet épisode, je vais vous dire un grand merci parce que en ce début du mois de mai, j'ai dépassé les 10 000 écoutes cumulées. Franchement, moi, ça m'a fait très plaisir, c'est un premier seuil de passer parce que pour ceux qui m'écoutent depuis peu, ça fait bientôt 2 ans que j'ai lancé le podcast et ça fait vraiment un an que ça a commencé à bien décoller en termes de nombre d'écoutes. On va dire que grâce au fait que Oxitude, un podcast où j'ai participé à un épisode et ce sont vraiment des personnes super chouettes et qui font un travail vraiment énorme sur tout ce qui est fouille on va dire, des news sur les nouvelles techno qui peuvent nous aider et puis ce qui est aussi grand public. Franchement, merci à eux encore une fois parce que je pense que sans le fait que Philippe en parle dans un épisode il y a bientôt un an, eh bien j'en serais pas là aujourd'hui. Donc vraiment, merci à Philippe et merci à toute l'équipe d'Oxitude. Encore merci à tous les auditeurs parce que bien sûr, vous aussi, vous faites partie de cette aventure. J'essaye en tout cas de toujours faire au mieux dans chaque épisode et de parler de sujets qui peuvent être intéressants, des fois peut-être moins. Vraiment, certains, des fois, je les ai fait vraiment pour moi, pour mon plaisir. Et c'est ce qui compte aussi, il faut que j'y trouve quand même des choses. Vous êtes pas mal à m'avoir proposé des sujets tout au cours de cette année. Et pour tout ça, merci à vous. Et puis, j'aimerais rappeler quelque chose parce que j'ai reçu, la majorité du temps, je reçois des emails qui sont vraiment super chouettes. Mais ça m'est arrivé d'avoir une personne un peu énervée qui me dise oui, mais tu parles au nom de tous les aveugles. Alors, à aucun moment, je ne me suis fait le porte-parole de tous les aveugles. C'est pour ça d'ailleurs que je propose toujours, généralement à chaque fin d'épisode, que si vous voulez participer, eh bien du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse du coup nicolas@unmurodanslaville.fr ou vous passez par le formulaire de contact sur mon site. Là-dessus, généralement, je réponds. Normalement, il n'y a pas de souci, sauf sur les emails qui attaquent un petit peu, parce qu'à aucun moment, je ne me fais le porte-parole d'un mouvement, d'un groupe de personnes. Je parle de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre en tant que personne qui travaille avec des personnes déficientes visuelles et de ce que j'ai pu analyser de mon point de vue. Voilà, je parle de moi, en fait, au final. Et quand vous êtes dans un épisode, je parle avec vous. Et donc, du coup, on essaie de montrer c'est quoi ce qui fait le quotidien d'une personne déficiente visuelle de manière très vraie et en fait avec du vécu et pas juste un ouin-ouin, Germaine, elle a perdu la vue, elle peut plus rien faire. Non, non, on n'est pas dans ce niveau-là ici. Donc voilà, et je rappelle juste une chose, c'est que euh, à aucun moment je dis qu'on est dans le même bateau. J'ai vu une petite phrase il n'y a pas longtemps sur un groupe Facebook qui parle d'un autre type de handicap. Et c'est pas la personne expliquait qu'en gros, elle avait marre qu'on dise qu'on est tous dans le même bateau au niveau handicap. Non, non, on est tous dans la même tempête. Parce qu'on n'a pas tous le même bateau. Il y en a qui sont plutôt sur le canot de sauvetage en pleine tempête. D'autres, c'est le bateau de croisière avec des super virus à l'intérieur. Donc voilà, donc dans tous les cas, canot de sauvetage ou super paquebot, il y a des chances de mourir. Alors là, on parle de handicap visuel, bien sûr, l'analogie s'arrête là. Enfin, la métaphore s'arrête là. Mais des fois, on arrive à être dans des bateaux qui tiennent la route, mais qui de temps en temps, il y a une petite fuite. Et effectivement, en pleine tempête, c'est pas cool. Mais dans tous les cas, voilà, on est tous dans la même tempête, pas dans le même bateau. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et maintenant, après cette introduction qui est un petit peu longue, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui où j'en suis assez content. J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'une interface audio et cette interface audio, elle va me servir à plusieurs choses. Mais du coup, tout ça pour vous dire que en fait, j'ai été très agréablement surpris de cette interface audio qui est de la marque Focusrite. C'est la Scarlett Solo. Du coup, qui coûte directement, ça coûte 125 euros, ce qui n'est pas excessivement cher pour une interface audio. Et ce qu'elle a de particulier, cette interface, c'est qu'elle est très accessible en termes de toucher, qu'elle est très accessible au niveau de son logiciel de gestion qu'on peut installer sur le Mac ou sur Windows. Et en plus, Focusrite, ils ont fait des pages de support pour expliquer l'utilisation avec un lecteur d'écran du logiciel. C'est une des premières fois que je vois ça dans une boîte qui fait de l'interface audio, qui fait du son, parce que aujourd'hui, il faut le savoir, c'est assez rare d'avoir des outils, en tout cas d'enregistrement, qui sont accessibles avec des logiciels
qui sont accessibles et qui nous permettent de gérer en fait notre interface audio. Souvent, un peu de la galère en tout cas. Moi, dans ce que j'ai pu tester dans les marques que j'ai eues, donc là, mon micro, par exemple, c'est un Rode de PodMic USB. Il y a plein de logiciels fournis par Rode qui sont apparemment trop géniaux et tout. Ouais, ils sont pas accessibles. Donc super, ils sont géniaux pour ceux qui voient. Pour moi, bah, ils sont juste à prendre de la place. Donc des fois, je les espère pas quand il y a une mise à jour en se disant, est-ce que cette fois-ci, ça va être accessible? Bah non. Et pareil, hein, sur l'application iOS de, de Rode, c'est pourri. Voilà, c'est incompréhensible à utiliser. Et c'est pas juste parce qu'on ne connaît pas, hein, c'est vraiment, les labels ne se suivent pas, les boutons sont pas liés au label, enfin, plein de choses qui sont la joie. D'ailleurs, je pense en parlant de boutons qui ne sont pas associés au label, j'ai vu ça avant-hier maintenant. Il y a le collectif handicap visuel qui fait un peu un sondage, enfin, qui récolte des expériences sur comment vous avez réussi à déclarer vos impôts, vos soucis, lecteur d'écran, navigateur utilisé, tout ça, tout ça. Je crois que c'est l'adresse, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est commissionhandicapvisuel.fr, quelque chose comme ça. Je vais la retrouver et je la mettrai dans le billet du podcast pour que vous puissiez envoyer euh, un petit email si vous avez réussi à faire vos impôts, si vous y galérez, si vous n'avez pas réussi. Eux, ils cherchent à bien documenter, ils veulent pas juste en mode « Oh ouais, j'ai pas réussi » et point, ils veulent pas ça. Eux, ils veulent quel lecteur d'écran vous avez utilisé, à quel moment vous n'avez pas réussi, à quel moment vous avez été bloqué, quel navigateur vous utilisez du coup, et tout et tout. Voilà, c'est vraiment toutes ces informations-là pour pouvoir constituer un dossier, parce qu'il y en a marre de payer des impôts et que nos impôts ne soient pas accessibles. Voilà, parenthèse, accessibilité, comité handicap visuel. Et donc du coup, je retourne sur cette petite Scarlett Solo. Et donc du coup, je disais, avec le logiciel accessible, et c'est vraiment très très rare et c'est bien de le montrer parce que, bon là en produit, je commence à avoir pas mal de produits audio accessibles. J'ai le Zoom H6, donc de la marque Zoom, qui est un enregistreur, là où le micro est branché dessus aujourd'hui. Et ce Zoom, il y a un guide vocal dedans qui permet de pouvoir naviguer dans les menus du Zoom sans aucun souci. Et ça, c'est quand même hyper pratique aussi. Donc voilà, je vais vous faire une petite description parce qu'ils n'ont pas juste pensé à l'accessibilité d'un point de vue logiciel, ils l'ont pensé aussi d'un point de vue matériel. Donc en fait, la Focus, la Focus, je repars sur les flash braille maintenant, la Focusrite, du coup, donc la Scarlett, on va l'appeler comme ça, la petite Scarlett. Alors déjà, moi, il y a un truc que j'adore, c'est qu'elle est rouge. Et vu que j'ai encore une persistance des couleurs, bah, c'est un beau rouge et j'adore le rouge. Voilà, c'est un truc, ça reste ma couleur préférée. Donc sur cette Scarlett, on va avoir en façade, de toute façon, il y a il y a des prises et des boutons en façade ou derrière. En façade, on a de gauche à droite quatre potentiomètres, donc ou molettes pour le réglage. On en a deux qui gèrent le volume et deux qui gèrent le gain. Euh, donc le gain, c'est ce qui sert à augmenter le signal d'une entrée, par exemple d'un micro ou d'un instrument, et ça permet de pouvoir monter, on va dire, le volume qu'on entend, en tout cas pour l'enregistrement. Il ne faut pas mettre trop de gain parce que s'il y a trop de gain, ça sature, et si ça sature, c'est pas audible. Euh, donc du coup, ce qui est bien, c'est que déjà, il y a un côté gain, un côté volume. Ils ne sont pas mélangés au niveau des potentiomètres. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est que donc, les deux potentiomètres de gain se ressemblent. Bon, après, ils sont l'un à gauche et l'un à droite. Ils se ressemblent. Et par contre, pour le gain, le potentiomètre, le contour est totalement lisse. Là où le volume, il y a deux potentiomètres, un gros et un petit. Mais le petit fait la même taille que ceux des gains, en fait. Mais ils ont mis des petites stries, en fait, tout le contour de la molette, ce qui permet au toucher de bien sentir la différence entre les deux boutons et ne pas se tromper sur un bouton de gain ou sur une molette de gain ou une molette de volume. Donc ça, c'est vraiment extrêmement appréciable. Et puis voilà, donc sur ça, c'est vraiment, je trouve, très très facile de se servir de ces différentes molettes. Après, on a des boutons, des vrais boutons. Vous savez, si vous m'écoutez depuis un petit moment, qu'il y a beaucoup d'équipements où ce sont des boutons tactiles ou des boutons qui sont, en fait, visuellement, ils sont visibles, mais tactilement, au toucher, c'est juste un enfer. J'avais testé, je sais plus ce que c'était un équipement de cuisine où en fait c'était juste un peu bombé. Bon non, même j'ai mon imprimante de chez Epson.
pour choper les boutons sur la panneau de contrôle. Ah, la galère, je vous jure, mais c'est... Et là, c'est pas le cas. Et là, c'est des boutons qui ressortent bien, et quand on appuie dessus, eh bien, ça, on sent bien qu'on a appuyé. Et ça, il y a 4 boutons. Donc, il y a un petit bouton tout seul à côté de la molette de volume pour le monitoring quand on branche un casque sur la Scarlett. Et on a 3 autres boutons qui sont en dessous les molettes de gain. Un bouton pour l'entrée instrument, soit on le met au niveau instrument, soit on le met au niveau ligne. Ceux qui connaissent un peu ces outils vont comprendre de quoi je parle. Un bouton pour activer l'alimentation fantôme 48V du coup de la partie micro qu'on peut brancher directement dessus. Parce que certains micros ont besoin d'une alimentation fantôme, d'autres non. C'est les micros à condensateur qui ont besoin de cette alimentation. Et après, on a un petit bouton pour, pareil, modifier un peu comment sonne la voix que vous enregistrez avec le micro. Et ensuite, sur cette façade, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses. En bas à gauche et en bas à droite de la façade, on a deux prises pour aller brancher une prise jack. Alors, je ne parle pas des mini jack 3.5 à 3,5 mm. Ça, c'est le jack que tout le monde a ou que tout le monde avait avant sur ses téléphones. Non, je parle des jacks de 6,3 mm du coup de diamètre. C'est les jacks qu'on retrouve par exemple sur les guitares électriques par exemple. C'est ce genre de jack pour ceux qui peuvent voir. Et en fait, donc à gauche, c'est l'entrée instrument et à droite, donc on a une prise qui est juste en dessous du potentiomètre de volume du casque. Bah, c'est là pour brancher le casque. Donc ça, c'est la façade, voilà, très, très clairement. Et en fait, ce qui est bien, je trouve que c'est très bien pensé, l'endroit où ils ont mis les choses. Ils auraient pu mettre des choses différemment, mais c'est pas le cas. Et en fait, le fait d'avoir fait ça comme ça fait que c'est très très facile de se souvenir. Et j'ai pas besoin de me casser la tête à savoir attends de quel côté c'est l'entrée et tout ça. Je sais que en dessous, le potentiomètre de volume pour le casque, donc c'est le petit, je peux brancher mon casque. Et ensuite, on va passer derrière. Derrière, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. Il y a la prise XLR pour brancher le micro, voilà, qui se branche en XLR, donc c'est le format de la prise, hein. Ensuite, on a deux prises jack pour brancher des enceintes de monitoring. On a une prise, une pour le côté gauche, une pour le côté droit. Voilà. Et après, on a juste la prise USB-C pour brancher la Scarlett à un ordinateur ou à un téléphone. Il faut quand même que le téléphone, sa prise USB, envoie un peu du pâté parce que si elle n'est pas assez alimentée, cette prise USB, la Scarlett va vous dire non, j'ai pas assez de jus pour fonctionner. Et puis au-dessus de ça, on a un petit trou. Ce qui m'a fait très très rire, c'est quand j'ai demandé à Gemini, qui a récupéré l'info sur Internet, il m'a dit oui, il y a deux prises USB et tout. Et en fait, en plus, il me dit ouais, c'est pour des fois, pour alimenter, ça permet d'avoir une double alimentation. Je dis ouais, c'est marrant, quand j'essaie de mettre une prise USB dedans, ça marche pas. Il fait ah bah c'est pas normal et tout. Et Gemini m'a totalement menti. Donc encore une fois, comme je dis, c'est pas un podcast IA aujourd'hui, mais attention aux IA, elles mentent. Elles mentent vraiment. Et là, clairement, j'ai beau lui dire, elle a été persuadée de son truc et du coup, elle m'a menti totalement. Voilà, donc là-dessus, pas forcément tout le temps à dire la vérité. En fait, cette prise au-dessus de la prise USB, c'est une prise, je crois que c'est Kensington, comme ça. En fait, c'est là-dedans qu'on va brancher les petites fiches. Par exemple, quand vous allez dans un Apple Store, tout ça, bah, c'est à ça que sont branchés les fils d'alarme, voilà, pour éviter qu'on vole les produits. Et bien du coup, c'est là-dessus qu'on branche. Il y en a souvent ça sur des PC portables ou des choses comme ça. Voilà pour le tour du propriétaire d'un point de vue physique. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que bah, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est facile de se souvenir de où sont les choses. Et vraiment, cette différenciation tactile qu'on peut avoir sur les différents potentiomètres, parce qu'ils auraient très bien pu mettre 4 potentiomètres, puis paf, on s'en fiche, c'est écrit à côté gain instru, gain mic, volume, volume et puis volume casque, par exemple. Bah voilà, ça aurait été largement suffisant pour des personnes qui voient, mais ils ont poussé les choses un peu plus en avant parce que je sais qu'ils ont travaillé. Alors ça, je le sais parce que quand j'ai vu la bête arriver, j'ai été me renseigner. Je me suis dit, bah, disons, c'est quand même bien ce qu'ils ont fait. Et effectivement, ils ont travaillé avec des personnes déficientes visuelles, des musiciens, des podcasteurs, tout ça, pour justement rendre plus accessible, plus facile d'utilisation cette gamme. Donc, je vous l'ai dit, c'est donc la Scarlett Solo de 4e génération. Vous ne vous trompez pas si jamais un jour vous voulez l'acheter. Et normalement, ils ont fait aussi le travail sur les versions plus grosses, parce que la Solo, c'est la version la plus petite de la Scarlett, qui a du coup une entrée micro, une entrée instrument.
Voilà. Mais il y a des Scarlett, je crois que c'est 2Y2, un truc comme ça, qui est 2 entrées, 2 sorties, enfin plein de choses. Et donc du coup, ça commence à être du matos un peu plus cher, parce que attention, celle-ci n'est pas trop chère, 125 € pour une interface de cette qualité. Vraiment, je trouve ça pas si excessif. Bien sûr, il en existe de bien meilleure qualité, bien sûr, mais avec des prix qui sont bien plus élevés. La courbe de prix par rapport à la montée en qualité, elle est plutôt exponentielle. C'est-à-dire que la qualité va monter moins vite que le prix. Donc voilà, donc c'était vraiment pas mal. Et puis derrière, comme je vous l'ai dit en tout début de cet épisode, ils ont aussi travaillé sur la partie logiciel. Et donc là, bon, je vais réactiver VoiceOver sur le Mac. Parole activée. Hop là, la parole est activée. C'est à VoiceOver de parler. Donc là, je suis dans le logiciel qui s'appelle, donc c'est Focusrite Control 2. Et c'est un logiciel qui va permettre de contrôler du coup la Scarlett et tout type, puis de mettre à jour le firmware de la Scarlett, enfin plein de choses. Il faut savoir une chose, quand vous déballez l'interface, vous la branchez une première fois à votre ordinateur, que ce soit PC ou Mac, elle est reconnue comme un volume de stockage, donc comme une clé USB ou un disque dur. Il faut aller rentrer dedans, et dedans on trouve un petit fichier HTML, donc qui est le format qu'on retrouve sur Internet, pour les pages Internet, qui va nous envoyer sur une page de démarrage. Notification, application, Et là, estampé, champ de texte sécurisé. super. Rappel, prendre menu cross. Hop là. Et donc du coup, désolé du coup pour le fait que VoiceOver a décidé de verrouiller la session. Il y a 21h, groupe. Et hop là. Donc du coup, je disais, dans cette petite page qu'on ouvre, en fait, on va avoir, comment ça s'appelle, un guide de démarrage. Ce guide de démarrage, il va nous aider à installer la Focus, nous dire, bah voilà, vous la branchez, vous ouvrez ceci, cela, et vous allez télécharger le logiciel Control 2. Et donc du coup, ce logiciel, on l'installe. Ça, c'est vous savez faire. Si vous êtes sur Mac ou Windows, vous connaissez votre procédure d'installation, c'est du classique. Et une fois qu'on a ouvert ce logiciel, premier truc qu'il fait, bah, il vous demande, sur Mac en tout cas, il a demandé des autorisations à regarder ce qu'il y avait de connecté en termes de périphériques et tout et tout. Et tout de suite après, il nous dit, il y a un firmware de disponible pour la mise à jour de la Scarlett. Et bien du coup, mettez-le à jour. Donc vous cliquez sur Update. Seul défaut, c'est que, enfin défaut, au tout début, il se met en anglais, mais il va très vite se mettre en français tout seul parce qu'il va récupérer les paramètres système et il va se mettre tout de suite dans la langue du système. Donc ça, c'est pareil, ça marche aussi bien sur Windows que sur Mac. On fait la mise à jour et après, les prochaines fois, une fois que la mise à jour est faite, les prochaines fois que vous allez brancher votre interface audio, elle ne sera plus reconnue comme un périphérique de stockage. Elle sera vraiment reconnue comme une interface audio. Sur Windows, j'ai fait le test, ça se met directement en mode interface audio, que ce soit NVDA, par exemple mon NVDA de mon Windows, il est mis sur la sortie par défaut de Windows en termes d'audio. Donc dès que j'ai branché la Scarlett, j'ai mis un casque, ce que j'ai branché sur la Scarlett directement, et j'avais mon son de NVDA. Donc ça marche très bien. Sur le Mac, vu que c'est un périphérique qui est différent, en tout cas le Mac il le reconnaît différemment, il ne bascule pas tout seul dessus, il faut aller chercher les paramètres, mais ça marche tout aussi bien. Et là du coup je suis donc dans le logiciel, et chose assez importante. Recense, plus 48V, limité, no signal, image. Traitemètre, no signal, nom du canal, modifier le nom du canal, modifier traitemètre, nom du canal, modifier sur analogue 2, analogue 1, entrée ligne, groupe, sur entrée, Scarlett solo, 44 points, autres options, pop-up bouton, entrée, texte, zoom, bouton, entrée, Voilà. texte. Donc là on est dans la partie des entrées. C'est pas entrée plat dessert, hein, c'est entrée audio. Donc du coup, entrée, texte. Yep. Commandes associées au trackpad désactivé. Voilà, je désactive Zoom, ça. bouton, entrée, autres options, pop-up bouton. Donc on a un bouton autres options. 44 points kHz, texte. Ça c'est ma fréquence d'échantillonnage par défaut. Scarlett solo, 44 points kHz, pop, entrée, groupe. Donc là ça me dit entrée groupe, je rentre dedans. Entrée, groupe. 2 éléments, analogue 1, entrée ligne, groupe. Donc je trouve analogue 1 qui est mon entrée pour tout ce qui est la partie instrument. Analogue 2, entrée microphone fixe, groupe. Voilà, et ça dit bien plutôt, ça j'ai rien changé pour l'instant. Analogue 2, entrée microphone fixe, groupe. Et là ce qui est intéressant, c'est quand j'appuie sur les boutons de la Scarlett, parce que du coup ces petits boutons, comme je vous disais, enfin je vous l'ai pas dit, mais ce sont des LED qui sont affichés d'une certaine couleur. Et puis comme on voit pas, les LED peuvent être rouge, bleu, vert, violette. En fait ça nous change rien pour nous. Mais par contre ce qui est bien, c'est que grâce au logiciel, quand il est au premier plan comme là actuellement, si j'appuie sur un bouton, sélectionner, bouton de basculement. Voilà, là j'ai appuyé donc sur le bouton pour basculer entre
l'entrée niveau ligne ou niveau instrument. Inst, bouton de basculement. Donc là, il me dit Inst, c'est pour instrument. Donc là, c'est désactivé. Sélectionner, Inst, bouton de basculement. Là, il m'a dit sélectionner. Et j'ai appuyé, pas avec le Mac, vraiment, sur les boutons de la Scarlett. Donc, le signal est envoyé, que j'ai appuyé, et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, pareil. Plus 48V, sélectionner, bouton de basculement. Là, c'est plus 48V. Donc ça, c'est pour l'alimentation fantôme, c'est sélectionné. Donc, si je veux la désactiver, je rappuie. Plus 48V, bouton de basculement. Hop, ça c'est bon. R, Presence et Drive, sélectionner, bouton de basculement. R, Presence et Drive, bouton de basculement. R, Presence. Voilà, et ça c'est pareil, c'est l'autre bouton, le troisième, en fait, en bas, c'est la petite rangée de 3. Et donc, du coup, ce qui est hyper pratique, c'est vraiment que j'ai l'information de dans quel état sont mes boutons. Parce que pareil, si, imaginons, hop... R, Presence et Drive, plus 48V, sélectionner, bouton de basculement. Hop là. R, Presence et Drive, sélectionner, bouton de basculement. Donc, ceux-là, par exemple, je me dis, attends, je vais aller voir si mon alimentation fantôme est activée. Je me déplace avec VoiceOver. Plus 48V, sélectionner, bouton de basculement. Ah, ça me dit que c'est sélectionné. Plus 48V, bouton de basculement. Hop, j'ai validé avec VoiceOver, ça a coupé l'alimentation fantôme sur la Scarlett. Donc du coup, dans les deux sens, c'est hyper pratique. Et après, c'est pareil pour le dernier bouton, qui est la partie du monitoring, pour avoir le direct monitor. Sur analogue 2, analogue 1, entrée instrument, sur entrée, groupe Scarlett solo, 44 points, autres options, pop-up bouton, entrée, Faut que texte, j'aille où déjà? zoom, bouton, entrée, autres 44 Scarlett, entrée, groupe, barre de navigation, preset, bouton, barre de navigation, Hop là. groupe, entrée, barre direct, bouton de basculement. Si je vais dans Moniteur direct, direct, bouton de basculement. et que là j'appuie sur le bouton, pareil, moniteur direct. Sélectionner, moniteur direct, bouton de basculement. Donc là, ça veut dire que j'entendrai si j'avais un casque de branché sur la Scarlett plus un micro à l'instrument, j'entendrai ce qui se passe sur l'instrument ou sur le micro. Moniteur direct, bouton de basculement. Et là, pareil, c'est un petit plus sélectionné, donc du coup, ça veut dire que c'est désactivé. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'ai pas testé la restitution, ce qu'on appelle des vumètres, donc ce qui est l'endroit en fait où on voit le signal monter-descendre au niveau du son, et qui me permet d'avoir à quel niveau d'enregistrement je suis. Ça, j'ai pas testé, mais normalement, dans la documentation, ça dit que c'est accessible. Et donc voilà, donc là, j'ai fait à peu près le tour des fonctionnalités intéressantes pour moi, parce que tout ce qui est réglage des niveaux, pareil, je le fais à l'oreille, et je peux le faire à l'oreille parce que c'est des vrais potentiomètres qu'on a sur la Scarlett. Donc, franchement, c'est super chouette. Et juste pour finir, dans quel cas je vais m'en servir, parce que vous allez vous dire, mais tu avais déjà peut-être pas mal de matos et tout. Effectivement, j'ai Zoom, j'ai tout ça, mais j'avais besoin de récupérer le son qui sort de mon PC portable pour l'envoyer sur le Mac pour mon logiciel d'enregistrement. Parce que là, aujourd'hui, donc je fais le montage avec Reaper, mais j'enregistre avec un logiciel qui s'appelle Audio Hijack, qui est un logiciel grand public. Mais pareil, les développeurs ont fait le travail sur l'accessibilité avec VoiceOver. Donc ce ne sont que de logiciels qui sont sur Mac. Par contre, eux, ils sont spécialisés sur le Mac. J'ai pas vu qu'ils faisaient des choses pour Windows. Mais en tout cas, c'est hyper pratique. Bon, ça parle anglais, mais une fois qu'on est habitué, en vrai, aucun souci. Et donc, du coup, je vais m'en servir pour ça. Là, je m'en sers en ce moment-ci quand je branche mon casque, du coup en jack 6,3, donc j'ai mon casque que j'utilise pour le montage de podcast, qui restitue très très bien, de manière assez neutre en fait, le son. Et j'adore écouter de la musique avec ce casque-là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais non, c'est pas forcément le bon casque. Moi, j'adore parce que justement, il est neutre. Et donc, du coup, il va pas les modifier comme pourraient le faire certains modèles de casques Bluetooth, aller mettre énormément de basses et du coup modifier le son que je pourrais entendre dans le casque. Et j'ai une vraie différence à brancher mon casque sur l'interface audio que de brancher directement sur la prise jack du Mac. Vraiment, moi j'ai entendu sur le même fichier, même casque, vraiment c'est pas la même restitution du son. Donc ça c'est très très cool parce que j'adore écouter de la musique et ça me permet d'avoir un son qui est très très bon. Donc voilà ce que j'en fais. Et puis peut-être que j'aurai dans le futur, si j'arrive enfin à me mettre à l'apprentissage de la guitare, j'aurai potentiellement ma guitare de brancher pour m'enregistrer et pouvoir réécouter ce que je fais. Parce que des fois, quand on est en direct, ça peut être compliqué d'écouter en même temps qu'on fait. Donc là, au moins, ça me permettrait de pouvoir entendre le résultat de la guitare. Donc voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu. C'est un peu une première pour moi de faire un épisode aussi complet sur une présentation de matériel. Mais là, je voulais vraiment vous montrer que le travail peut être fait et peut être bien fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Dites-moi si vous êtes aussi dans le monde de l'audio et si vous avez des logiciels ou des produits comme ça qui sont hyper bien faits, qui sont accessibles et utilisables par des non-voyants ou des malvoyants aussi. Hein. Donc n'hésitez pas. Comme là, vous connaissez l'adresse. Continuez à partager le podcast, à commenter, à m'envoyer des emails parce que ça fait toujours plaisir et les stats ne cessent d'augmenter.
Et puis, je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.